Dans moins d'un an, les Togolais seront appelés à renouveler les dirigeants de leur commune. Il faut reconnaître que depuis 1987, le pays n'a plus connu d'élections locales jusqu'en 2019. En lieu et place des communes, ce sont les délégations spéciales qui géraient les collectivités locales. Les délégations spéciales et la commune n'étant pas les mêmes choses, la gestion des communes a été approximative sur tous les plans, avec en toile de fond la méconnaissance des textes qui réglementent la gestion des communes. En septembre 2024, la Cour des comptes a rendu public le rapport de contrôle des comptes de la gestion de la commune de Thône 1, un rapport après examen de la gestion exercice 2019-2020. Selon la Cour des comptes, des parents, amis et autres recrutés sont des employés sous contrat depuis la mise en place des communes, c'est-à-dire 5 ans. Pour la Cour des comptes, cette situation des agents contractuels dans les mairies n'est donc pas conforme à la réglementation relative au statut du personnel des collectivités locales qui fixe la durée du contrat à 2 ans renouvelables une seule fois. Malheureusement, ces contractuels constituent la proportion la plus importante du personnel. Un autre problème reproché aux administrations municipales est la non-performance à cause du déficit de formation du personnel. La Cour concède que le diplôme est une condition dans la recherche de la qualité. Cependant, il ne suffit pas. L'agent recruté sur diplôme doit être encore formé. L'Union togolaise de banques UTB ne connaîtra pas le sort de la privatisation comme les autres banques togolaises. L'État togolais a décidé plutôt de la recapitaliser. Ainsi, l'Union togolaise de banques UTB échappe à la privatisation. Au premier trimestre de l'année 2024, le pays s'est démené pour redresser le capital de la banque, capital qui était jusque-là tombé en territoire négatif. Cette recapitalisation a permis à la banque de ramener ses fonds propres négatifs à zéro, selon les précisions de l'agence Ecofin. Cependant, le montant total de cette recapitalisation n'a pas été dévoilé. Mais, selon la loi de finances, il va falloir au moins 13 milliards de francs CFA pour stabiliser la banque. L'Union togolaise de banques UTB et IB Bank, ex-BTCI, aujourd'hui privatisée, concentre à L2 18,9% des actifs bancaires du pays. Malheureusement, leurs capitaux propres réglementaires étaient négatifs. Malgré la recapitalisation de l'UTB, le ratio de solvabilité du secteur bancaire au Togo reste en dessous de la norme minimale de 11,5%, celui du Togo tournant autour de 7,5% en mars 2024. En août dernier, l'institution bancaire a été confiée à un expert financier qui a à charge de la redresser pour restaurer la confiance des créanciers et des clients tout en maintenant les exigences de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Avec la situation actuelle, l'État togolais n'exclut pas de nouvelles injections de fonds pour relever l'Union togolaise de banques UTB, la seule encore sous le giron de l'État. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Tout au long du mois, de nombreux événements ont lieu au Togo et presque dans tous les pays du monde visant à sensibiliser le public. Ces événements organisés par des gouvernants ou encore des partenaires permettent d'informer ou encore d'encourager la prévention. Malheureusement, malgré la sensibilisation au cancer du sein, la maladie continue de toucher de nombreuses femmes. À l'époque, chez nous, il y avait une alimentation saine, une alimentation naturelle. Parce que quand vous fouillez dans les causes, mais ne sont pas les causes, mais les facteurs de risque de cancer, vous allez voir que l'alimentation a une grande importance parmi les facteurs de risque du cancer. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le cancer est une maladie de l'Occident. Mais maintenant, c'est arrivé chez nous. Ce n'est pas arrivé chez nous, mais ça commence par se manifester davantage chez nous parce que notre système alimentaire a fondamentalement changé. Aujourd'hui, on se nourrit beaucoup plus avec des aliments très raffinés, avec des aliments, quand ils rentrent dans notre organisme, ils n'arrivent plus à détruire automatiquement les cellules tumorales que l'organisme produit lui-même
à chaque seconde. Il est clair que le cancer du sein reste l'un des plus fréquents chez les femmes et la détection précoce améliore les chances de guérison de la maladie. Chez nous en Afrique, le cancer continue à gagner du terrain parce que l'Africain est croyant. Être croyant, c'est une bonne chose, c'est une qualité que nous avons, c'est une valeur que nous avons. Nous avons la foi en Afrique. Et cette foi, qui est une bonne chose, constitue aussi un problème pour nous parce que l'Africain a tendance à croire que Dieu peut tout lui faire. Et même dans le domaine de la santé, dans le domaine de la maladie, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Et surtout, quand il s'agit d'une maladie qui fait peur. Puisque le cancer, tout le monde a peur. Donc, à cause de cette peur-là, les gens ne veulent même pas parler du dépistage. Ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne veulent pas aller se faire consulter. Tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'elles veulent faire, c'est d'aller dans les centres de prière, c'est de croire en Dieu, c'est de croire en Jésus, c'est de croire en Allah, c'est de croire en nos dieux. Environ 10% des cas se manifestent chez les femmes de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans. Plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein peut être soigné facilement. Au stade le plus précoce, il est guéri dans 87% des cas. Par ailleurs, le rapport de l'Observatoire mondial du cancer en 2020 donne une estimation de 5208 cas diagnostiqués au Togo avec, pour la même période, 3486 décès. C'était il y a 10 ans jour pour jour, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré était évincé du pouvoir à l'issue d'un soulèvement populaire. Descendus nombreux dans les rues de Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés protestaient alors contre le projet de modification de la Constitution qui aurait permis à l'ancien chef d'État d'être candidat à la présidentielle après 27 ans au pouvoir. Salut, c'est les médias. Réfugié par la suite en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré y vit en exil avec sa famille. En juillet 2022, il a pu revenir au Burkina Faso dans le cadre d'un sommet consacré à l'unité nationale. Pourtant, quelques mois plus tôt, Blaise Compaoré était condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il bénéficie d'une protection en raison de sa citoyenneté ivoirienne acquise en 2016. Ce sont des épisodes violents, quotidiens, qui ont lieu dans des stations d'essence, devant des magasins ou à l'entrée de résidences privées. Les enlèvements ont augmenté de plus de 300% en 10 ans, selon les chiffres de la police sud-africaine. Les cibles de ces gangs sont des entrepreneurs et des commerçants étrangers. En réaction, ces communautaires créent des forums pour s'entraider. Nous étions très choqués lors des premiers enlèvements. Notre travail, c'est de soutenir l'épouse et la famille de la personne qui est kidnappée. Et nous expliquons à la communauté comment ils doivent se déplacer et comment ils doivent gérer l'argent liquide qu'ils récupèrent dans leur commerce. Près de 50 kidnappings ont lieu chaque jour en Afrique du Sud, mais tous ne sont pas déclarés. Certaines familles négocient en privé avec les ravisseurs, d'autres s'appuient sur des détectives privés comme celui-ci. Les criminels menacent toujours de tuer la victime après l'avoir enlevée. Ils disent toujours qu'ils vont tuer la personne kidnappée si la famille parle aux médias, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Ils prennent une personne et ils la revendent. Donc ce qui est important dans ces cas-là, ce sont de bonnes négociations et un bon travail d'enquête. Souvent, ces enlèvements ne durent que quelques heures. Appelés kidnapping express, c'est la dernière tendance chez les gangs spécialisés.
une façon d'obtenir rapidement de l'argent et de multiplier ses actes criminels. Avec l'augmentation des applications bancaires, il est devenu facile pour d'autres personnes de prendre le contrôle de ces applications et d'obtenir de l'argent. Nous voyons donc une hausse de ce type d'enlèvement et c'est également la raison souvent de carjacking. Depuis des mois, la police sud-africaine a intensifié les contrôles routiers pour essayer de limiter les crimes, y compris les kidnappings. Près de 2000 personnes ont été arrêtées selon un communiqué publié par les forces de l'ordre, mais la vague d'enlèvement n'a toujours pas été endiguée. C'est une visite suivie de près par les journaux algériens depuis 3 jours. Celle d'Emmanuel Macron au Maroc qui met fin à 3 ans de brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Une normalisation des relations qui se fait pourtant au prix d'une nouvelle crise avec Alger. Ce lundi, le président français s'est de nouveau déclaré favorable au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental. Pour ce député, la France a passé un marché avec le Maroc. Le Sahara, c'est le prix de ce deal. La France, qui est en train de perdre ses positions et son influence dans plusieurs de ses anciennes colonies africaines, cherche à se rattraper en s'investissant dans ce dossier pour assouvir ses intérêts économiques au Maroc en s'étendant vers les territoires sahraouis. Un avis partagé par Toufik Bougaada. Ce professeur de sciences politiques à l'université d'Alger estime que la France n'a pas à trancher cette question qui divise Alger et Rabat depuis des décennies. Le problème auquel la France va faire face, c'est la décision de la Cour européenne qui interdit les investissements dans les territoires sahraouis, ainsi que les décisions des Nations Unies. La situation au Sahara occidental ne semble pas inquiéter la communauté internationale, car elle ne menace pas la stabilité dans la région. Alors la position française, comme celle des États-Unis, ne va pas changer la donne. Une prise de position qui risque d'envenimer encore plus les relations franco-algériennes déjà extrêmement tendues depuis 5 ans. Emmanuel Macron avait déjà apporté son soutien au Maroc sur le Sahara occidental dans une lettre le 30 juillet dernier. En réponse, Alger avait retiré son ambassadeur et réduit sa représentation diplomatique en ne gardant qu'un chargé d'affaires. À cause de ce revirement dans la position française au sujet du Sahara, les relations entre les deux pays passent par la période la plus tendue de leur histoire. Nous vivons pratiquement une rupture. Et cette situation ne semble pas connaître d'issue prochainement. Les autorités algériennes n'ont pas encore commenté les récentes déclarations du président français, mais le soutien de Paris au Maroc a déjà compromis la visite du président Abdelmajid Tebboune en France prévue en octobre. Les habitants de la région de Valence se sont réveillés jeudi devant des scènes de dévastation, après de gigantesques crues soudaines qui ont fait au moins 95 morts et ravagé plusieurs communes. Le bilan devrait encore s'alourdir dans les jours à venir, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les nombreuses personnes toujours portées disparues. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle en Espagne depuis le début du XXIe siècle. Des épaves de voitures et de camions s'empilent le long des autoroutes et une épaisse couche de boue recouvre les rues, tandis que les militaires espagnols continuent à déblayer les zones inondées. Plus d'1 millier de soldats se sont joints aux secouristes locaux ces derniers jours pour rechercher des corps et des survivants. Dans l'est et le sud de l'Espagne, des milliers de personnes ont été privées d'eau et d'électricité, et certaines zones sont toujours coupées du monde, les routes étant bloquées et les lignes ferroviaires interrompues. Le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil national à partir de jeudi, en hommage aux victimes des inondations. C'est fameux, hein? Un bout de carton en parfait état, aux couleurs vertes et jaunes de l'ancien Zaïre du président Mobutu. Une relique conservée précieusement par Baudouin Bayungassa, 79 ans. C'était on vendait 5 Zaïre, équivalent à $10 la carte. Et je garde ça soigneusement. Et moi, je n'ai payé 2 parce qu'on était avec mon épouse. Ce sportif passionné, ancien préparateur physique de l'équipe congolaise de football, était là ce 30 octobre 1974, lors du combat du siècle. George Foreman, Mohamed Ali, à Kinshasa. Son ami Blaise Pascal Landou aussi.
Il se souvient de la fièvre qui a alors gagné la capitale congolaise, de ce match programmé au cœur de la nuit pour une retransmission télé optimale aux États-Unis. À 3 heures juste, 3 heures du matin, le combat a commencé. Alors, tout le monde criait Ali Boumye, Ali Boumye, puisque la majorité des spectateurs étaient pour Mohamed Ali. Boumye, ça c'était en Lingala. Mais tandis que les Américains qui avaient accompagné Mohamed Ali, eux interprétaient ça pour Boumye, Boumye. Boumye, ça veut dire tuez-les, tuez-les, Ali, tuez-les. Les Ali Bomaye, lui aussi les a scandés il y a 50 ans dans ce stade Tata Raphaël, qui s'appelait à l'époque Stade du 20 mai. Judex Chibanda était l'un des 60 000 spectateurs. Il se souvient de chaque coup porté par chacun des 2 poids lourds américains et du chaos final au 8e round, infligé au favori George Foreman par Mohamed Ali, déchu de son titre mondial pour avoir refusé de combattre au Vietnam. Le septuagénaire dit aujourd'hui que ce combat a changé sa vie. Devenu entraîneur, il a fondé le premier club de boxe féminine de RDC. Je suis fier tout d'abord puisque Mohamed Ali a inspiré ces pays. Si vous regardez bien, très bien, même dans les WBO, WBA, WBC, nous avons beaucoup de boxeurs congolais. À partir de 1974, tous les Congolais fonçaient maintenant pour travailler la boxe. Auparavant, nos pères croyaient que c'est le banditisme ou que c'était une boule. Le match du siècle reste un moment mythique dans l'histoire de la boxe et dans les mémoires de ceux et celles qui la pratiquent en RDC. Les anciens racontent aux plus jeunes cet événement sportif et politique qui a rapproché Afro-Américains et Africains.